Julia Panossian, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, une terrible erreur à ne pas faire, surtout dans le monde de l'hôtellerie. C'est quoi? Alors, erreur c'est complexe car l'hôtellerie finalement c'est un métier humain. Donc, toutes les erreurs, tout le monde en fait, a priori. A priori. En revanche, c'est vrai que quand on duplique un concept qu'on a pu voir dans un hôtel et qu'on le duplique dans son propre hôtel et qu'il n'y a aucune histoire, aucun lien, ça pourrait être une erreur. Et c'est ce qu'on essaye, c'est ce qu'on veille à éviter chez Zéro. Ok. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Julia Panossian, cofondatrice de Zéro, vous l'avez dit, une société de conseil pour l'hôtellerie et pour le secteur plus largement de l'hospitality. Zéro, c'est amusant comme nom d'entreprise. Alors c'est un peu paradoxal parce que zéro c'est un chiffre nul et vous avez quand même choisi d'appeler votre société comme cela. Quel est le cheminement intellectuel derrière ce choix ? Alors Zéro, c'est vrai que c'est assez audacieux et quand on a annoncé cela à notre avocat, il était un peu surpris. Il nous a demandé si on était réellement sûr. Ah oui. Mais on s'est beaucoup posé la question avec Marine Saint-Clémente, mon associée. Et Zéro, finalement, on prend ça comme un nom négatif, mais c'est le début de chaque voyage, c'est le kilomètre zéro, c'est aussi une partie de l'infini. Donc finalement, pour nous, on a fait le choix de prendre ce nom, c'est vrai, audacieux, mais on se dit tous les jours, au quotidien, on demande à nos clients d'avoir ce pas de côté. On s'est dit, allez, on va être les premières à le franchir. Donc zéro, pour vous, ce n'est pas nul, mais c'est au contraire le pas de côté, c'est la possibilité. C'est le commencement de tous les possibles. C'est très clair. Alors, vous avez passé avant cela, Julia Panossian, quelques années, tout de même, au Bristol. À Paris, vous vous occupez notamment de la communication. Alors, le Bristol, c'est une institution, tout le monde connaît ce palace parisien. Qu'est-ce que ça vous a appris en termes d'expérience ? 10 années, je crois, c'est ça ? Presque une dizaine d'années, Presque 8 ans et demi exactement. Oui, une petite dizaine d'années. Qu'est-ce que ça vous a appris de travailler dans un établissement comme celui-ci ? Alors honnêtement, ça m'a beaucoup appris. C'est vrai que j'ai commencé en tant que stagiaire et puis ensuite j'ai gravi les échelons et je suis arrivée au poste en effet de directrice de la communication assez jeune, à 27 ans. Et c'est vrai que c'était le premier grand bain dans l'hôtellerie parce que formation, école de commerce, marketing, donc pas du tout voué normalement à tomber dans la soupe de l'hôtellerie. Et finalement, quand on entre dans ce beau monde, on découvre multitude de métiers déjà, donc à la fois des très grands chefs évidemment, mais aussi des artisans, que ce soit les fleuristes, que ce soit les menuisiers. Et c'est ça qui m'a séduit finalement, c'est de voir que derrière une vitrine, il y a tout un écosystème. Et puis le Bristol, pardon, mais je le disais, c'est une institution, c'est un endroit, comment dire, ultra respecté, ultra prestigieux depuis très longtemps, mais néanmoins, c'est un établissement où il y a sans cesse une émulation avec des innovations. C'est-à-dire que le terme d'innovation n'est pas un gros mot, en tout cas dans cet établissement, ça ne l'était pas, je crois. Exactement, c'est un palace qui a aujourd'hui 100 ans, qui est donc ce qu'on considère palace traditionnel, d'ailleurs premier hôtel en France à avoir le label Palace. Et finalement, assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait faire ce fameux pas de côté et vivre aussi avec son temps, tout en gardant quand même un ADN assez fort. Et c'est ce qui plaît d'ailleurs aux clients. Mais on s'est rapidement dit qu'il fallait attirer aussi une nouvelle génération de voyageurs. Nouvelle génération de voyageurs, nouvelle génération de clients. On reparlera tout à l'heure d'ailleurs de cette hôtellerie hybride, ultra moderne. Faire bouger les lignes, c'est quelque chose que vous aimez faire, vous, viscéralement, depuis que... Alors d'ailleurs, non, avant cette question-là, une autre question. Est-ce que vous avez, depuis toute petite, vous avez été destinée, dans une certaine mesure, à travailler dans ce secteur-là ? Est-ce que c'est inné chez vous ? Est-ce que familialement, quand vous étiez petite, vous vouliez travailler dans les beaux hôtels et dans ces endroits-là ? Absolument pas. En revanche, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. J'ai une maman qui est artiste et très créative et je pense que c'est d'elle que je tiens ce côté créatif et qui a envie toujours d'aller innover, créer. En revanche, non. Alors, quand j'étais petite, je rêvais d'être boulangère. Donc, voilà, c'est pas aucun rapport. Et puis, c'est vrai que ensuite, les études, ça a été école de commerce assez classique. Et puis, c'est vraiment... Et puis c'était le stage au Bristol. C'est le stage. C'est le stage où j'ai découvert réellement. Et puis les personnes que j'ai pu rencontrer sur mon chemin qui m'ont donné
envie de continuer dans cette voie. Mais je dis souvent, et notamment quand j'avais mon équipe au Bristol, pour des jeunes femmes et jeunes hommes qui ne connaissent pas l'hôtellerie, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Et en revanche, quand on tombe dans la soupe, c'est fichu. Vous dites que vous vouliez être boulangère. En réalité, on voit du très bon pain dans les palaces au Bristol, notamment. Et j'étais servie au Bristol. Parlons un peu de zéro. Justement, alors des sociétés de conseil pour le monde d'hôtelier, il y en a pléthore. Hein, il y en a des centaines et des centaines. Pourquoi la vôtre a une saveur particulière au-delà de ce terme zéro que vous m'avez décrypté? Au-delà du nom. Écoutez, j'ai cofondé cette agence avec Marine Saint-Clément, que vous connaissez bien ici, puisqu'elle a passé plusieurs années au sein de la belle maison Figaro. Et c'est vrai qu'on a cette complémentarité qu'on ne trouve pas aujourd'hui, c'est vrai, dans cette multitude d'agences. Marine était donc en charge de la partie tourisme pour le Figaro Voyage, et elle couvrait notamment toute la partie ouverture d'hôtels, etc. Donc, comme elle le dit souvent, elle a passé plus de temps à découvrir les hôtels à travers le monde plutôt que de dormir chez elle. Donc, elle a cette vision très pointue des attentes des clients. Elle est en permanence en recherche, grâce à ce travail journalistique, des nouvelles tendances. Et puis moi, c'est vrai que j'ai passé une dizaine d'années plutôt sur le côté opérationnel, donc interne. Donc on a beau avoir la plus belle idée qui soit dans un hôtel, si derrière ça ne peut pas suivre opérationnellement parlant, il n'y a pas réellement de sens. Et on dit souvent d'ailleurs qu'il y en a une qui allume les étincelles, Marine, et puis l'autre, la stratège, plutôt moi, qui veille à ce que ça tienne dans le temps. Donc là, il y a une des deux fondatrices qui joue le rôle de la cliente, et une autre qui joue le rôle de l'hôte, si je puis dire. Voilà, exactement. Si on résume, qu'est-ce qui a besoin aujourd'hui dans le monde hôtelier d'évoluer cruellement? Qu'est-ce qui aujourd'hui, en 2025, n'est plus possible, ne marche plus? Est-ce qu'il y a des choses déjà désuètes, ou qui sont devenues très rapidement? Alors, si on prend le pouls de ce secteur passionnant. C'est un monde qui évolue constamment, chaque jour, et partout dans le monde. Donc c'est assez particulier. Je dirais qu'aujourd'hui, nous, on travaille principalement avec des établissements, ce qu'on appelle luxe, même si chacun a sa définition du luxe. Aujourd'hui, selon nous, le luxe peut avoir ce fameux pas de côté, peut s'amuser, peut aller chercher des histoires qui ont du sens et qui font sens également. Et c'est vrai que on voit une évolution absolument dingue de ce milieu. C'est-à-dire qu'il y a quelques années encore, un hôtelier, son rôle, c'était d'accueillir des voyageurs. Donc c'était simplement une chambre, un lit, les services annexes, évidemment, qui existent depuis de nombreuses années. En revanche, aujourd'hui, l'hôtellerie, elle va bien plus loin, c'est-à-dire qu'elle se marie à différents milieux, que ce soit le monde de l'art, que ce soit le monde de la mode, avec tous les partenariats qu'on peut voir à travers le monde. Ça va être en ce moment le bien-être avec l'aspect longévité, qui est la grande tendance des hôteliers. Et parfois, on se dit, super, c'est bien de s'étendre et d'être plus 360 et finalement que l'hôtellerie devienne un peu le miroir de notre société. C'est formidable. En revanche, il y a des façons de faire, il faut garder une certaine cohérence pour le faire. Mais ce que vous dites entre les lignes aussi, c'est que on associe encore, peut-être trop, le mot luxe à un univers peut-être pas guindé, mais disons touchy, enfin difficilement amovible, quoi. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, on a des grands groupes hôteliers, alors qui petit à petit quand même... Il y a le côté sacré de la chose. Exactement, mais qui ont compris, tout comme par exemple le Bristol, pour en revenir au précédent exemple, mais qui font justement ce pas de côté pour laisser entendre que le luxe n'est pas forcément ennuyeux. On peut s'amuser dans le luxe à partir du moment où on le fait bien. Et puis ce mot luxe, finalement, on a tous une définition. Allez-y. J'avais à l'époque un directeur général justement à Bristol. Quand je lui ai posé la question, c'est quoi le luxe pour vous? Il m'a dit, pour moi, c'est le temps. Pour nous, chez Zéro, typiquement, dans notre vision d'entreprise, ça va être... notre luxe, c'est d'avoir des clients qui ont des lieux hybrides, comme vous en parliez tout à l'heure, qui sont reculés, qui ne sont pas placés dans des endroits facilement accessibles. Donc, ce n'est pas les centres-villes. On ne va pas dans les centres-villes, on va au pas contraire...
On va aller sur des zones beaucoup plus reculées où on aura moins de tourisme de masse. Pour nous, voilà, c'est notre vision. Mais il y en a une multitude. Si je vous posais la question, ce qui n'est pas mon rôle aujourd'hui, voilà, vous auriez une autre réponse. Le nombre d'étoiles d'un hôtel, vous parlez du luxe, on parlait de palace de 5 étoiles, etc. Le nombre d'étoiles, les multiples distinctions qui peuvent exister. Est-ce que vous trouvez que c'est toujours légitime? Est-ce que c'est moderne, justement, cette vision de catégoriser, de mettre dans une case un établissement selon un nombre d'étoiles ou selon certaines distinctions, sachant que d'autres, de la même manière que pour le guide Michelin par exemple, refusent ces distinctions ou ne veulent plus en faire partie, justement pour pouvoir se sentir libre? Alors, il n'y a pas vraiment réellement de bonne réponse. Je dirais que les étoiles peuvent rassurer le voyageur. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans un 5 étoiles palace, il y a des critères à respecter, de très nombreux critères d'ailleurs. Donc ça peut rassurer finalement le voyageur. Et puis même en termes de concurrence, ça permet aussi de se placer. En revanche, aujourd'hui, nous, typiquement, nos clients nous demandent s'ils peuvent s'extraire justement de ce classement-là. Et la majorité de nos clients aujourd'hui n'ont pas d'étoiles. Et pourtant, c'est les lieux les plus exclusifs du monde. Et ils en ont sur Google peut-être? Alors, parce que est-ce qu'avoir 4,9 sur 5 sur Google par, je sais pas, j'ai n'importe quoi, 15 000 avis différents, est-ce que ça n'a pas plus de valeur finalement que... Alors sur Google, les avis ne sont pas vérifiés. Ça peut avoir de la valeur, exactement, si derrière on sent que c'est des vrais commentaires. En revanche, un hôtel ou un établissement avec qui on va travailler n'aura pas 20 000 avis, tout simplement parce que c'est des lieux qui sont assez confidentiels, assez reculés, comme je vous le disais. Et donc, ça se fera sur plusieurs années. Et ce n'est pas forcément ce qu'ils vont rechercher. Ce qu'ils vont rechercher, ça va être le bouche à oreille. Ça va être ce lieu où on en a entendu parler, on ne sait pas exactement ce que c'est, on va y aller pour découvrir. Et certaines personnes de qualité prestigieuse en parlent, et plus il y en a, et plus le bouche à oreille fait effet. Enfin, a fortiori, on parlait de la notion d'hybride, Julia Panossian. Aujourd'hui, c'est ce qui caractérise l'hôtellerie. On doit avoir besoin à la fois d'y travailler, d'y prendre un café, de pouvoir se connecter à Internet, de pouvoir passer des calls, de pouvoir y dormir et y dîner, de pouvoir, je dis n'importe quoi, faire du sport. Enfin, c'est aussi une vision de l'avenir de l'hôtellerie. Ça, ce côté multimodal, multifonction. Alors aujourd'hui, je vais dire que c'est presque une nécessité, c'est vrai. Un client qui voyage, peu importe, qu'il voyage dans un centre-ville ou bien qu'il voyage de façon très reculée en Colombie-Britannique, par exemple, va souhaiter retrouver certains aspects du quotidien. En revanche, on a certains hôteliers, je vous parlais de la Colombie-Britannique parce que nous accompagnons Fonbluff, qui est un lodge privé à 1h30 de Vancouver. Le propriétaire a fait le choix de limiter cette accessibilité. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de restaurant, vous n'aurez pas de menu room service, vous aurez une connexion Wi-Fi, évidemment. On vous incite à déconnecter. Oui, on vous incite, mais on ne vous oblige pas néanmoins. On ne vous oblige pas. Parce que vous êtes plongé au milieu d'une forêt face à un lac, vous êtes seul au monde. Profitez de cet instant. Il nous reste 50 secondes, Julia Panossian. Est-ce qu'en France, alors on vient de parler de l'étranger, mais est-ce qu'il y a une culture de l'hôtellerie bien française qui résiste, selon vous, un trait particulier de l'hôtellerie française qui peut-être pas d'ailleurs qui vous agace ou pas, Alors, qui m'agace, non. En revanche, on a quand même un beau fleuron de l'hôtellerie mondiale qui est français, Accor. On est des références, oui. On est des références, même sur la façon d'accueillir. Aujourd'hui, il y a quand même une très belle dynamique. Et puis, il y a diverses façons de vivre l'hôtellerie à la française, que ce soit les palaces ou bien des établissements plus hybrides que l'on connaît tous. Julia Panossian, donc cofondatrice de Zéro, merci d'être venue sur ce plateau. Merci infiniment, Quentin. À très bientôt. Merci, au revoir.